Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur car j'ai tous les jours cette même demande. Combien de calories je dois manger chaque jour? Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer simplement comment calculer concrètement tes besoins caloriques en maintien, en déficit pour perdre du poids et en surplus pour la prise de masse musculaire. Tu vas voir, c'est assez simple. Pas besoin d'avoir un bac plus 10 ou d'avoir fait Polytechnique. C'est un sujet qui revient énormément en commentaire et c'est normal parce que tous les conseils qu'on trouve en ligne ne se contredisent pas forcément, mais il manque souvent de nuances. On entend il faut faire un déficit de 500 kilocalories, point final, sans expliquer pourquoi, ni si ça s'applique vraiment à tout le monde. Et puis, avant de parler déficit, il faut connaître ton métabolisme de base et tes apports en maintien. Donc avant de rentrer dans les calculs, on va commencer par revenir sur les bases. Qu'est-ce qu'une calorie? Qu'est-ce que sont les macronutriments et à quoi ils servent? Mais aussi les vitamines, les minéraux et un petit aparté sur l'alcool. Ensuite, on calculera ton métabolisme de base, ton apport en maintien, puis on verra comment ajuster ces chiffres pour un déficit ou un surplus de manière raisonnable et surtout durable. On va aussi prendre le temps de parler des erreurs les plus fréquentes parce que c'est souvent à cause de ça que les résultats espérés ne sont pas à la hauteur. Alors installe-toi confortablement, prends de quoi noter si tu veux faire le calcul en même temps et on commence. Donc partie 1, les bases, les calories, les macronutriments et micronutriments et l'alcool. Qu'est-ce qu'une calorie concrètement? Une calorie, c'est une unité de mesure de l'énergie. À l'origine, c'est une unité de physique qui correspond à la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température d'un gramme d'eau tempérée à 14 degrés d'1 degré Celsius. Dans le domaine de la nutrition, ce qu'on appelle calorie est en réalité une kilocalorie, c'est-à-dire 1000 fois cette unité de base. Donc quand tu vois 200 kilocales sur un paquet ou 200 calories dans le langage courant, c'est en fait 200 000 calories au sens physique strict, mais on simplifie en utilisant calories pour désigner la kilocalorie. C'est juste une convention de langage, mais ça permet de comprendre pourquoi techniquement on devrait toujours écrire kilocales. Concrètement, pour notre corps, une calorie représente une unité d'énergie disponible. Cette énergie est utilisée pour absolument tout. Pour faire fonctionner le cerveau, contracter les muscles, maintenir la température corporelle, faire battre le cœur, digérer et même réfléchir consomme de l'énergie. Cette énergie, elle provient de 3 sources principales dans l'alimentation: les protéines, les glucides et les lipides. C'est ce qu'on appelle les macronutriments. Chaque macronutriment apporte un nombre de calories précis par gramme. C'est une donnée fixe qui ne change pas selon l'aliment dans lequel on le trouve. Les glucides, ils apportent 4 kilocalories par gramme. On les trouve dans le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, les fruits, les légumineuses, mais aussi dans le sucre sous toutes ses formes. Leur rôle principal, c'est de fournir de l'énergie rapidement mobilisable pour le corps, notamment pour le cerveau qui fonctionne en grande partie grâce au glucose, et pour tes muscles pendant l'effort. Une partie de ces glucides, non utilisés immédiatement, est stockée dans les muscles et le foie sous forme de glycogène, ce qui constitue une réserve d'énergie rapidement disponible. C'est notamment cette réserve qui est mobilisée pendant un entraînement. Le reste des glucides, il est transformé en acides gras et il va aller se stocker dans le tissu adipeux, le tissu graisseux. Les protéines, elles apportent également 4 kilocalories par gramme. On les retrouve dans la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, mais aussi dans certaines sources végétales comme les légumineuses, le tofu, le tempeh ou les céréales complètes. Leur rôle principal, c'est la construction et la réparation des tissus du corps, les muscles bien sûr, mais aussi la peau, les cheveux, les ongles et tous tes organes. Certaines hormones et enzymes sont également fabriquées à partir de protéines. C'est pour ça qu'un apport suffisant en protéines est particulièrement important, que ce soit en période de déficit pour préserver la masse musculaire ou en période de surplus pour favoriser la construction musculaire. Les lipides, eux, ils apportent 9 kilocalories par gramme. C'est plus du double des glucides et des protéines. On trouve les lipides dans les huiles, le beurre, les oléagineux comme les amandes ou les noix, les avocats, mais aussi dans la viande, les poissons gras et les produits laitiers. Les lipides, ils ont plusieurs rôles essentiels. Ils participent à la fabrication de certaines hormones, notamment les hormones sexuelles. Ils permettent l'absorption de certaines vitamines, qu'on va voir juste après. Ils contribuent à la structure des membranes cellulaires et ils constituent également une réserve d'énergie importante pour le corps. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à éliminer complètement les lipides de son alimentation, même en période de déficit. Un apport minimum est vraiment nécessaire pour le bon fonctionnement de l'organisme, notamment pour l'équilibre hormonal et le bon fonctionnement cellulaire en général. Donc petit récap des valeurs caloriques.
Pour résumer simplement, 1 g de glucides apporte 4 kilocalories, 1 g de protéines apporte 4 kilocalories et 1 g de lipides t'apporte 9 kilocalories. C'est cette donnée qui permet par exemple de calculer le nombre de calories d'un aliment à partir de sa composition ou inversement bien de répartir un total calorique entre les différents macronutriments. Et à côté de ces macronutriments, protéines, lipides, glucides, il existe une autre catégorie de nutriments tout aussi essentiels. Ce sont les vitamines et les minéraux qu'on appelle aussi les micronutriments. La différence principale avec les macronutriments, c'est que ces vitamines et minéraux, ils n'apportent aucune calorie. Ils ne fournissent pas d'énergie directement. En revanche, ils sont vraiment indispensables au bon fonctionnement de l'organisme et interviennent dans énormément de processus. Par exemple, le calcium et la vitamine D, ils sont essentiels pour ta santé osseuse. Le fer, lui, il est nécessaire au transport de l'oxygène dans le sang et une carence en fer peut entraîner de la fatigue importante, ce qu'on appelle une anémie, ce qui est une problématique assez fréquente chez les femmes, notamment en lien avec les menstruations. Le magnésium, lui, il intervient dans la fonction musculaire et nerveuse. Les vitamines du groupe B, elles, sont impliquées dans le métabolisme énergétique, c'est-à-dire qu'elles aident le corps à utiliser l'énergie apportée par les macronutriments. Et la vitamine C, elle joue un rôle dans le système immunitaire et dans la production de collagène. Et je pourrais te citer beaucoup d'autres exemples, mais l'idée à retenir, c'est que même si ces nutriments n'apportent pas de calories, ils sont absolument nécessaires. Une alimentation qui serait suffisante en calories mais très pauvre en légumes, en fruits et en aliments variés, elle peut tout à fait être en déficit de certains micronutriments, ce qui peut avoir un impact sur l'énergie, l'immunité ou la santé à long terme. C'est pour ça que la qualité de l'alimentation, elle compte autant que la quantité. Atteindre un objectif calorique avec des aliments peu variés et peu nutritifs, les aliments ultra transformés, n'aura pas le même impact sur ta santé que d'atteindre ce même objectif avec une alimentation diversifiée incluant céréales complètes, fruits, légumes, sources de protéines variées et bonnes sources de lipides. Un petit aparté sur l'alcool, parce qu'il y a des points à éclaircir. C'est un sujet qu'on oublie souvent quand on parle de calories. Mais l'alcool apporte, 1 gramme d'alcool apporte 7 kilocalories. C'est donc presque autant que celui des lipides, et beaucoup plus que les glucides ou les protéines. Mais contrairement aux macronutriments, l'alcool n'a aucune valeur nutritionnelle. Il n'apporte ni protéines, ni glucides, ni lipides, ni vitamines, ni minéraux utiles. Ce sont vraiment des calories qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire qu'elles apportent de l'énergie qui ne peut pas être utilisée par le corps. De plus, l'alcool, il a une particularité importante au niveau de son traitement par l'organisme, parce que le corps va prioriser l'élimination de l'alcool qui est considéré comme un déchet. Ce qui signifie que pendant ce temps, l'utilisation des autres macronutriments comme source d'énergie, notamment les graisses, les glucides, elle va être ralentie. Donc concrètement, ça veut dire que si tu consommes de l'alcool, ces calories s'ajoutent à ton total calorique de la journée et il faut en tenir compte si tu veux respecter ton objectif, que ce soit en maintien, en déficit ou en surplus. Un verre de vin, une bière ou un cocktail peuvent représenter plusieurs centaines de calories selon le type et la quantité, ce qui n'est pas négligeable sur la journée ni sur la semaine. Cela ne veut pas dire qu'il faut totalement éliminer l'alcool, l'idée n'est pas là, mais c'est important d'en être consciente et de l'intégrer dans le calcul global si on consomme régulièrement de l'alcool, plutôt que de l'oublier complètement, ce qui peut expliquer des écarts entre ce qu'on pense manger et ce qu'on consomme réellement. Maintenant qu'on sait ce que c'est une calorie et d'où elle vient, on va voir pourquoi il est utile de calculer ses besoins. Ton corps, il a besoin d'un certain nombre de calories par jour juste pour fonctionner. On parle ici de toutes les fonctions vitales qu'on vient d'évoquer, respirer, faire battre ton cœur, maintenir la température corporelle, faire fonctionner le cerveau, renouveler toutes les cellules. Et tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie, même quand tu ne fais absolument rien, même quand tu dors. C'est ton métabolisme de base, que j'appelle MB. À cette dépense de base, s'ajoute ensuite tout ce que tu fais dans une journée. Marcher, monter des escaliers, faire du sport, mais aussi des choses qu'on oublie souvent, comme parler ou gesticuler. C'est ton niveau d'activité physique, le NAP. La somme de tout ça, constitue ta dépense énergétique totale, DET. Et c'est ce chiffre qui va déterminer si tu prends, tu perds ou si tu maintiens ton poids en fonction de ce que tu manges par rapport à toutes tes dépenses. Il y a 3 situations possibles. Si tu manges à peu près ce que tu dépenses, ton poids il va rester stable. C'est ce qu'on appelle le maintien. Si tu manges moins que ce que tu ne dépenses, tu crées un déficit calorique et ton corps va puiser dans ses réserves, ce qui se traduit par une perte de poids. Et enfin, si tu manges plus que ce que tu ne dépenses, tu crées un surplus calorique et l'excédent est stocké, ce qui se traduit par une prise de poids. Tu as sûrement déjà entendu parler du mot balance énergétique,
Eh bien, c'est tout simplement ce que je viens de t'expliquer ici. C'est une logique simple sur le papier, mais il y a un point essentiel à comprendre. Ce n'est pas une science exacte au chiffre près. Les formules qu'on va utiliser, elles donnent une estimation, un point de départ. Ton corps, lui, n'est pas une calculatrice, et plusieurs facteurs peuvent faire varier ta dépense réelle. Ton niveau de stress, ton sommeil, tes hormones, ta digestion, et même la météo dans une moindre mesure. Pourquoi c'est important de partir d'une base correcte? Eh bien, beaucoup de personnes se lancent dans un objectif de perte ou de prise de poids sans connaître leur point de départ. Elles partent sur un chiffre vu sur Internet, souvent très généraliste, sans tenir compte de leur profil personnel. Et le résultat, c'est qu'elles mangent soit beaucoup trop peu par rapport à ce qu'il faudrait réellement pour elles. Dans le premier cas, elles ne voient aucun résultat et se découragent. Dans le second cas, elles s'épuisent, elles ont faim en permanence et finissent souvent par abandonner avec un effet de yo-yo sur le poids. D'où vraiment l'importance de poser une base de calcul personnalisée qu'on va ensuite ajuster avec le temps selon les résultats observés. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Donc la première étape, eh bien, c'est de calculer son métabolisme de base, aussi appelé métabolisme basal. C'est le nombre de calories que ton corps brûle uniquement pour assurer ses fonctions vitales, sans aucune activité physique, sans même bouger. Pour te donner une image, c'est la quantité d'énergie que tu dépenserais si tu passais 24 heures allongé sans rien faire d'autre que respirer et dormir. Il existe plusieurs formules pour estimer ce métabolisme de base. La plus connue, c'est la formule de Harris et Benedict, mais celle qui est le mieux validée, c'est celle de Black et al., qui est vraiment considérée comme l'une des plus précises, notamment parce qu'elle a été établie à partir d'une base de données très large et qu'elle est utilisée comme référence par l'Organisation mondiale de la santé. Cette formule, elle prend en compte 3 éléments, ton poids, ta taille et ton âge. En gros, plus tu es lourde et grande, plus ton métabolisme de base est élevé, car ton corps a simplement plus de tissus à faire fonctionner. A l'inverse, le métabolisme de base tend à diminuer légèrement avec l'âge, car la masse musculaire a tendance à diminuer naturellement avec le temps si elle n'est pas entretenue. La formule pour les femmes, je te la mets à l'écran. Je sais que vu comme ça peut sembler intimidant, mais on va décomposer ensemble avec un exemple concret et tu verras que ça se fait très facilement avec les formules toutes faites sur Internet. Tu tapes juste formule de Black et al., calcul, tu rentres ton âge, ton poids, ta taille et ça te donne une estimation de ton métabolisme de base. Si je prends l'exemple de Sarah qui a 30 ans, qui pèse 65 kg et qui mesure 1,65 m, on obtient un total de 1443 kcal. C'est son métabolisme de base. Cela veut dire que si elle passait sa journée allongée sans bouger, son corps consommerait environ 1443 kcal juste pour assurer ses fonctions vitales. Bien sûr, ce n'est pas représentatif de sa dépense réelle, puisque dans la vraie vie, on bouge, on travaille, on fait du sport. C'est pour ça qu'on doit maintenant ajuster ce chiffre en fonction du niveau d'activité physique, ce qu'on va voir dans la partie suivante. Mes petits conseils avant de continuer, mets la vidéo sur pause et prends quelques secondes pour faire ce calcul avec tes propres chiffres de ton métabolisme de base. Tu pourras suivre ensuite l'exemple de Sarah tout au long de la vidéo et comparer avec tes résultats. Donc le métabolisme de base, comme je te le disais, ne représente qu'une partie de ta dépense calorique totale. Il faut maintenant y ajouter l'énergie dépensée par toutes tes activités quotidiennes. Donc ton travail, tes déplacements, tes tâches ménagères et bien sûr ton activité physique. Pour simplifier ce calcul, on utilise un coefficient multiplicateur qu'on appelle parfois le NAP, pour niveau d'activité physique. Ce coefficient permet de transformer ton métabolisme de base en dépense calorique totale de manière approximative, mais suffisamment fiable pour servir de point de départ. Il existe différents niveaux de NAP. Il y a le niveau sédentaire, avec un coefficient de 1,2. Ça correspond à un travail de bureau, peu ou pas de marche et aucune activité sportive régulière. Le stade légèrement actif, coefficient 1,375, ça correspond à une activité physique légère, environ 1 à 2 séances de sport par semaine, en plus d'un quotidien plutôt calme. Il y a le stade modérément actif, coefficient 1,55, ça correspond à une activité physique régulière de 3 à 5 séances par semaine, avec un quotidien, un travail qui implique déjà un peu de mouvement. On a le stade très actif, coefficient 1,725, ça correspond à une activité physique intense presque tous les jours, par exemple des entraînements quotidiens avec un volume conséquent. Et enfin, on a le niveau extrêmement actif, avec un coefficient de 1,9. Ce niveau concerne vraiment les personnes qui combinent une activité physique très intense avec un métier impliquant lui-même beaucoup d'efforts physiques, comme certains métiers manuels ou du bâtiment. Comment choisir son niveau? Eh bien, le plus important ici, c'est d'être honnête avec toi-même. Car beaucoup de personnes surestiment leur niveau d'activité quotidien en comptant par exemple
2 séances de sport par semaine comme très actif, alors qu'en fait ça correspondrait plutôt à légèrement actif. Pense à la semaine passée, ton travail, est-ce que tu es plutôt assise ou debout? Est-ce que tu marches beaucoup au quotidien? Combien de séances tu as fait la semaine dernière? Et avec quelle intensité? Et un petit conseil, si tu as un doute entre 2 niveaux, il est généralement préférable de choisir le niveau inférieur, puis d'ajuster ensuite selon les résultats observés sur quelques semaines. La plupart des personnes en France, pour te donner un ordre d'idée, elles ont un NAP assez faible, légèrement actif à 1,375. Donc si on reprend notre exemple de Sarah, eh bien elle fait du sport 4 fois par semaine, avec un travail plutôt sédentaire, elle est assise, mais le reste du temps, elle marche beaucoup au lieu de prendre sa voiture. On va donc choisir le coefficient modérément actif, soit 1,55. Donc on va venir multiplier son métabolisme de base, de 1443, par son niveau d'activité physique à 1,55, et on va trouver un total de 2237 kilocalories. Ce que représente ce nouveau chiffre, eh bien ça correspond à sa dépense énergétique quotidienne. C'est le nombre de calories qu'elle dépense en moyenne chaque jour en tenant compte de son métabolisme de base et de son niveau d'activité physique. Donc concrètement, si Sarah, elle mange environ 2237 kilocalories par jour, eh bien son apport correspond à sa dépense et son poids devrait rester assez stable dans le temps. C'est ce qu'on appelle son maintien. C'est ce chiffre de maintien qui va maintenant servir de référence pour calculer un déficit ou un surplus selon l'objectif visé. Mais alors, attends, parce que dans la vraie vie, ce chiffre, il varie tous les jours. Et c'est plutôt le total calorique de la semaine qu'il faut regarder. Donc pour Sarah, si on multiplie 2237 fois 7 jours, eh bien on obtient un total de 15 600 kilocalories sur la semaine. Donc maintenant, on va voir comment calculer ces apports pour perdre du poids. Pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique, comme je te l'ai dit, c'est-à-dire manger durablement moins que sa dépense totale. Ton corps va alors aller puiser dans ses réserves, principalement dans les réserves de graisse, pour combler la différence entre ce que tu consommes et ce que tu dépenses. Jusque-là, le principe est assez simple et largement connu. Mais là où ça devient un peu plus discutable, c'est sur l'ampleur de ce déficit. On retrouve très fréquemment sur Internet ou dans des applications ou même dans certains programmes le conseil de viser un déficit de 500 kilocalories par jour, indépendamment de la personne concernée. Pour Sarah, dont le maintien est de 2237 kilocalories, un déficit de 500 kilocalories donnerait un apport cible d'environ 1737 kilocalories par jour. Donc sur le papier, ce chiffre peut sembler raisonnable, mais dans la pratique, pour une grande partie des personnes, un déficit de cette ampleur pose plusieurs problèmes importants. Premier problème, eh bien, c'est la difficulté à tenir dans la durée, parce qu'un déficit de 500 kilocalories par jour, eh bien, ça représente une réduction assez importante de l'apport quotidien, surtout pour des personnes dont le maintien n'est pas très élevé, notamment les femmes, donc selon leur morphologie et leur niveau d'activité. Concrètement, ça veut dire moins de marge pour les repas, moins de flexibilité et une sensation de faim plus présente au quotidien. Sur le court terme, ça peut sembler gérable, mais sur plusieurs mois, voire plusieurs années, cette restriction devient de plus en plus difficile à supporter. Ce qu'on observe très souvent, c'est que les personnes, elles tiennent ce rythme pendant quelques semaines, parfois avec de très bons résultats sur la balance, puis finissent par craquer. Et quand on craque après une restriction importante, eh bien on a tendance à compenser largement, ce qui peut conduire à une reprise de poids supérieure à la perte initiale. Deuxième problème, c'est la perte de masse musculaire. Parce que quand le déficit calorique est trop important, le corps ne puise pas uniquement dans les réserves de graisse. Il y a une partie de l'énergie manquante qui est également prélevée sur la masse musculaire. Or, la masse musculaire, c'est justement ce qu'on veut préserver un maximum, voire développer, pour plusieurs raisons. Parce qu'elle contribue à l'apparence générale du corps, elle participe au maintien d'un bon métabolisme, d'un métabolisme actif, et elle joue un rôle important dans la santé sur le long terme. Donc plus le déficit est important, plus la proportion de perte musculaire par rapport à la perte de graisse a tendance à augmenter. Un déficit plus modéré, combiné à un entraînement adapté et à un apport suffisant en protéines, permet de préserver, voire d'augmenter cette masse musculaire, même pendant une perte de poids. Troisième problème, c'est l'adaptation métabolique. C'est un phénomène moins connu, mais qui a son importance. Parce que face à un déficit calorique important et prolongé, le corps a tendance à s'adapter pour réduire ses dépenses énergétiques. C'est un mécanisme de protection. Ton organisme économise de l'énergie là où il peut. Concrètement, ça peut se traduire par une légère baisse de la température corporelle, par une réduction de l'activité spontanée au quotidien, sans que tu en aies forcément conscience, et parfois une baisse du métabolisme de base lui-même. Le résultat, eh bien, c'est que la perte de poids peut ralentir avec le temps, même en maintenant le même déficit calorique sur le papier. Et plus le déficit initial est important,
plus ce phénomène d'adaptation a tendance à être marqué. Quatrième problème, l'impact sur le quotidien et la vie sociale. Ce point, il est souvent sous-estimé, mais il est essentiel. Un déficit important impose une rigueur quotidienne qui peut rapidement devenir pesante. Les repas au restaurant, les sorties entre amis, les événements familiaux deviennent des sources de stress parce qu'ils représentent un risque de dépasser l'objectif calorique du jour. Et cette pression constante peut avoir un vrai impact sur le rapport à la nourriture et dans certains cas même favoriser l'apparition de troubles du comportement alimentaire. Donc moi, l'approche que je te recommande, c'est un déficit modéré. Pour toutes ces raisons, je te recommande vraiment une approche plus modérée. Un déficit représente entre 10 et 15% du maintien, sans dépasser 300 kilocalories par jour. Pourquoi cette limite de 300 kilocalories? Parce qu'au-delà, on retombe dans les problèmes qu'on vient de voir, difficulté à tenir sur le long terme, perte musculaire plus importante, adaptation métabolique plus marquée et impact plus lourd sur le quotidien. Donc si on reprend notre exemple de Sarah, avec un maintien de 2237 kilocalories, 15%, ça représenterait environ 335 kilocalories. Comme ça dépasse la limite des 300 kilocalories, on applique la limite et on retient un déficit de 300 kilocalories par jour. Donc son apport calorique cible pour une perte de poids serait donc de 2237 moins 300, environ 1937 kilocalories par jour. Pourquoi cette approche fonctionne mieux sur la durée? Parce qu'avec un déficit de cet ordre, eh bien, plusieurs choses changent positivement. La perte de poids est plus progressive, généralement de l'ordre de 500 grammes par semaine selon les personnes, plutôt qu'un objectif de 1 kg ou plus par semaine, souvent associé au déficit important. La masse musculaire est mieux préservée, surtout si l'alimentation est suffisamment riche en protéines et que l'activité physique inclut du renforcement musculaire. Le déficit, il est plus facile à intégrer au quotidien, ce qui réduit le risque de craquage et permet de continuer à participer normalement aux repas et aux sorties habituelles. Et surtout, les habitudes mises en place pendant cette phase sont beaucoup plus proches de ce qui pourrait être maintenu une fois l'objectif atteint, ce qui limite le risque de reprise de poids par la suite. Donc le facteur temps, il est essentiel à prendre en compte. Avec cette approche, la perte de poids, elle prend plus de temps qu'avec un déficit important, mais c'est précisément ce qui en fait une approche durable. Un objectif atteint en 6, 8, 10 mois, mais maintenu sur la durée, est largement préférable à un objectif atteint en 2 mois, mais suivi d'une reprise de poids dans les mois qui suivent. La perte de poids, c'est pas une course, et il n'y a aucun bénéfice à aller plus vite si cela compromet les résultats sur le long terme. Donc maintenant, on va voir comment calculer un surplus pour prendre de la masse musculaire. Pour la prise de masse, le principe, il est exactement le même, mais inversé. Il faut manger au-dessus de son maintien, en surplus calorique, pour fournir à l'organisme l'énergie nécessaire à la construction de nouveaux tissus, notamment musculaires. Et tout comme pour le déficit, on retrouve souvent un conseil généraliste, viser un surplus de 500 kilocalories par jour. Et là encore, c'est beaucoup trop excessif pour la majorité des personnes. Il faut comprendre une chose essentielle, la construction musculaire, c'est un processus limité par la physiologie elle-même, encore plus chez les femmes. Le corps ne peut pas construire du muscle à l'infini, peu importe la quantité de calories ingérées et disponibles. Cette vitesse de construction, elle dépend de plusieurs facteurs. Le sexe, la génétique de la personne, son niveau d'entraînement, son ancienneté dans la pratique de la musculation et son profil hormonal, essentiellement. Donc concrètement, une personne qui débute en musculation, elle a un potentiel de prise de muscle plus rapide qu'une personne qui s'entraîne déjà depuis plusieurs années. Mais même pour un débutant, et encore plus une femme, ce potentiel, il reste limité, généralement de l'ordre de quelques centaines de grammes de muscle par mois, dans les meilleurs cas. Donc si ton apport calorique dépasse largement ce que le corps peut utiliser pour la construction musculaire, eh bien l'énergie excédentaire ne disparaît pas. Elle est stockée, et principalement sous forme de graisse. Le résultat, c'est qu'on observe effectivement une prise de poids, plus rapide sur la balance, mais cette prise de poids, elle est composée d'une proportion bien plus importante de graisse que de muscles. Et à terme, eh bien cela signifie qu'il faudra une phase de réduction calorique plus longue et plus importante pour éliminer cet excédent de graisse accumulé, ce qui peut créer un cycle plus efficace. Prise de masse rapide avec beaucoup de gras, suivie d'une sèche longue et difficile, puis reprise de masse et ainsi de suite. Donc vraiment, pareil que pour le déficit, je te recommande un surplus représentant entre 10 et 15% du maintien, ce qui correspond généralement à un apport supplémentaire de 150-200 à 300 kilocalories par jour selon les personnes. Si on reprend notre exemple de Sarah, qui avait un maintien à 2237 kilocalories par jour, eh bien on prendrait un surplus dans cette fourchette, par exemple 250 kilocalories. Donc son apport cible serait donc de 2237 plus 250 kilocalories, environ 2487 kilocalories par jour. Avec un surplus modéré associé à un programme d'entraînement structuré axé sur la progression en musculation et un apport suffisant en protéines,
eh bien, la prise de muscle se fait de manière beaucoup plus propre, avec une proportion de graisse accumulée beaucoup plus faible. La prise de poids sur la balance sera moins rapide qu'avec un gros surplus, mais elle reflètera davantage une véritable prise de masse musculaire, ce qui est généralement l'objectif recherché. Et à terme, cela évite également d'avoir besoin de phases de sèche très longues et restrictives pour éliminer un excès de graisse important, ce qui rejoint d'ailleurs tout ce qu'on a vu dans la partie précédente sur le déficit. Donc maintenant, je vais te parler des erreurs, des pièges que je rencontre fréquemment et qui sont à éviter. Parce que maintenant qu'on a vu la méthode de calcul, eh bien c'est important de revenir sur quelques erreurs qui peuvent fausser les résultats, même quand le calcul de départ est correct. Erreur numéro 1, ne pas ajuster le calcul initial, parce que le calcul qu'on a vu, il donne une estimation de départ, basée sur des formules statistiques. Mais chaque personne est différente, et la dépense réelle, eh bien, elle peut s'écarter de cette estimation. Donc la bonne approche, c'est de partir de ce chiffre, de l'appliquer pendant 2 à 3 semaines, et d'observer ce qui se passe réellement. Est-ce que le poids évolue dans la direction attendue? À quelle vitesse? Et est-ce que cette vitesse correspond à ce qui était prévu? Si ce n'est pas le cas, on ajuste légèrement les apports caloriques, généralement par petits paliers, 50 ou 100 kilocalories par jour, plutôt que de tout recalculer depuis le début ou de faire des changements brusques. Erreur numéro 2, c'est d'appliquer des déficits ou surplus trop importants. On en a vraiment longuement parlé juste avant, mais c'est vraiment l'erreur la plus fréquente. Vouloir aller trop vite en augmentant fortement le déficit ou le surplus, et c'est presque toujours contre-productif sur la durée, pour toutes les raisons que je t'ai détaillées. Erreur numéro 3, ne pas tenir compte des changements de niveau d'activité. Parce que le coefficient d'activité qu'on a choisi au départ, il n'est pas figé dans le temps. Si ton niveau d'activité change, par exemple, si tu commences à faire plus ou moins de sport, si tu changes de travail, ou si tu deviens plus ou moins sédentaire dans ta vie quotidienne, eh bien, ta dépense calorique, elle va changer également. Il est donc normal et même nécessaire de recalculer ou d'ajuster ses besoins si la situation évolue significativement. Erreur numéro 4, c'est se focaliser uniquement sur le chiffre de la balance. Le poids corporel, il fluctue naturellement d'un jour à l'autre et même dans la journée, et même parfois de plusieurs centaines de grammes en fonction de ton hydratation, de ta digestion, de ton cycle ou simplement de l'heure à laquelle tu te pèses. Et ces fluctuations, elles n'ont rien à voir avec une réelle prise ou perte de graisse. C'est pour ça qu'il est important de regarder la tendance générale sur plusieurs semaines plutôt que de réagir à chaque variation quotidienne sur la balance. Erreur numéro 5, eh bien, c'est négliger la répartition des macronutriments. Parce que le total calorique constitue la base du calcul, mais la façon dont ces calories sont réparties entre ta dose de protéines, ta dose de lipides et ta dose de glucides, elle a aussi une vraie importance, à la fois pour ta santé générale, pour ta sensation de satiété et pour les résultats en termes de composition corporelle. Donc si ça t'intéresse, eh bien, je pourrais t'expliquer dans une prochaine vidéo justement comment répartir tes kilocalories entre ces différents macronutriments. Tu mets un petit commentaire sous la vidéo, je le ferai avec plaisir. Donc, pour récapituler tout ce que je viens de te raconter depuis le début de la vidéo, d'abord, on calcule le métabolisme de base avec la formule de Black et al. En utilisant son poids, sa taille et son âge. Ensuite, on multiplie ce résultat du métabolisme de base par le NAP, le niveau d'activité physique, pour obtenir la dépense calorique totale, c'est-à-dire le maintien. À partir de ce maintien, pour un déficit, on retire entre 10 et 15% du maintien sans dépasser 300 kilocalories par jour. Et pour un surplus, on ajoute entre 10 et 15% du maintien, généralement entre 150, 200 et 300 kilocalories par jour. Et enfin, on observe les résultats sur plusieurs semaines et on ajuste progressivement si nécessaire. L'idée centrale à retenir de cette vidéo, c'est qu'un objectif modéré qu'on peut tenir sur la durée donnera toujours presque de meilleurs résultats à long terme plutôt qu'un objectif extrême, difficile à suivre et souvent suivi d'un retour en arrière, voire même pire. Donc si cette vidéo t'a été utile, eh bien n'hésite pas à la partager à tes amis, à tes connaissances, à laisser un commentaire et abonne-toi pour ne pas rater plein d'autres conseils. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!